Depuis toujours, l'espèce humaine a éprouvé la tentation d'améliorer la qualité des êtres qui la composent pour les rendre plus performants. Toutes les mythologies nous le racontent. De Prométhée qui voulait faire de l'homme l'égal des dieux, à Gilgamesh en quête de l'immortalité. Dans son ouvrage La Nouvelle Atlantide, en 1624, vous voyez, ça n'est pas d'hier, le philosophe britannique Francis Bacon précise le débat en dressant la liste des progrès attendus par l'homme. Je le cite. Prolonger la vie, guérir les maladies réputées incurables, amoindrir la douleur, augmenter la force de l'activité, transformer la stature et élever le cérébral. Cette longue liste permet de poursuivre ce vieux rêve de dépasser les limites de la condition de l'homme. Ce rêve est bien celui de l'homme augmenté. Mais au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont ouvert une ère nouvelle en donnant le pouvoir à la science et à la raison pour proclamer, avec Rousseau, Condorcet et d'autres, que la perfectibilité de l'homme est infinie. Cela en proposant sa théorie de l'évolution des espèces par la sélection naturelle des meilleurs, Darwin a introduit l'idée que cette perfectibilité est d'abord de nature biologique. Des scientifiques, mais aussi des philosophes, ont continué de courir après cette idée. Julian Huxley parle de transhumanisme pour la première fois en 1957 et ce thème devient très présent dans la littérature romanesque, y compris moderne, comme dans certains ouvrages de Michel Houellebecq. Depuis, l'idée se répand que l'homme serait en chemin vers un autre type d'humanité, composé d'êtres humains augmentés, j'entends, dans leur performance et leur capacité. Pourtant, les idées du mouvement transhumaniste supposent une rupture avec les êtres humains que nous sommes, et les enjeux sont tels qu'ils imposent une réflexion que je vais partager avec vous. D'autant qu'il faudrait éviter les erreurs du passé, car pour améliorer la qualité des êtres humains dans la société, deux stratégies de sélection et d'élimination ont été utilisées aussi loin que l'histoire nous permet de le vérifier. Je veux parler de l'eugénisme et du génocide. À Sparte, mais pas seulement, à la naissance, le père reconnaissait les enfants destinés à vivre alors qu'il se détournait de ceux qui ne correspondaient pas à son attente. En Égypte, chez les pharaons, la recherche de la consanguinité poursuivait le but d'améliorer la descendance, à revers de ce que la génétique nous enseigne aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, pour ne conserver que la dite race aryenne jugée supérieure, l'extermination des juifs, des gitans, des homosexuels, des personnes handicapées a révélé à la face du monde l'inhumanité des stratégies génocidaires. Après Auschwitz, Hiroshima et le Goulag, l'humanité de l'homme a même pu être mise en doute. Comment peut-on encore approuver un monde dans lequel est survenue la Shoah, demande la philosophe Hannah Arendt. Eugénisme et génocide ont été condamnés, mais on voit bien que la tentation persiste. Pour preuve, le développement des techniques du diagnostic prénatal, du diagnostic préimplantatoire, qui rendent possible la sélection des enfants à naître et posent la question d'un eugénisme d'un nouveau type. Ce n'est pas surprenant, car si le propre de l'homme est de subir les évolutions qui s'imposent à lui, il est aussi de chercher à s'améliorer sans cesse. D'ailleurs, il y a longtemps que, délaissant le respect de la loi naturelle prônée par Aristote, la médecine a ouvert la voie. Elle l'a fait en mettant au monde par césarienne des bébés qui seraient morts lors d'un accouchement naturel.
Elle l'a fait aussi en ramenant à la vie par des respirateurs, des défibrillateurs, des personnes que la mort naturelle s'apprêtait à emporter. Et désormais, avec des moyens aussi inédits que puissants, des médicaments aux prothèses, des greffes aux implants, la médecine intervient et modifie l'état naturel au point qu'il faut d'ailleurs s'interroger sur son rôle dans le mouvement d'idées souhaitant l'avènement de l'homme augmenté. La médecine, et c'est un médecin qui vous le dit, serait-elle l'alibi du transhumanisme et doit-elle accompagner ce mouvement? Les avancées technologiques récentes posent la question, avec de plus en plus d'insistance au risque de bouleverser la médecine moderne. Depuis son origine, la médecine s'est avant tout concentrée sur la notion de soin et le traitement des maladies. Mais en 1946, l'Organisation mondiale de la santé définissait la santé de la manière suivante. Un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition, qui confine à celle du bonheur, induit de nouveaux objectifs pour les politiques de santé, car elle soutient l'évolution de la médecine moderne en mettant des nouvelles technologies à la disposition du mieux-être de l'homme pour le rendre plus heureux. La médecine s'ouvre donc à des champs d'intervention bien au-delà du soin clinique traditionnel. Dans le domaine de la santé publique, la médecine a déjà contribué à l'accroissement séculaire de la taille, à l'allongement de la durée de vie, grâce à une meilleure hygiène, une meilleure alimentation. Mais plus récemment, elle a amélioré les défenses immunitaires de l'être humain au moyen des vaccinations. Elle a permis la maîtrise de la procréation grâce à la contraception ou à la procréation médicalement assistée. Elle est aussi impliquée dans la prévention du handicap et des maladies génétiques par le conseil génétique, le diagnostic prénatal. Elle s'est encore engagée dans le dépistage de certaines affections et la prévention en général au regard par exemple de l'obésité, de la consommation de substances nocives pour la santé. Ces seules actions, bien au-delà de la médecine thérapeutique traditionnelle, peuvent modifier au cours du temps les caractéristiques physiques d'une population. Par exemple, une plus grande taille, la pyramide des âges, avec la longévité accrue, le vieillissement, et même agir sur la démographie avec la diminution du nombre d'enfants. La médecine destinée aux sportifs s'est aussi appliquée à obtenir une plus grande résistance et de meilleures performances grâce à des méthodes adaptées aux connaissances plus fines de la psychologie, de l'anatomie, de la physiologie de l'être humain. La devise olympique n'est-elle pas d'ailleurs plus vite, plus haut, plus fort? La médecine a également développé des champs médicaux dédiés à une meilleure adaptation de l'homme dans certains milieux extrêmes, tels que la médecine spatiale, la médecine océanographique, très éloignée de la notion de maladie, mais rendant plus réelle l'idée de l'homme augmenté dans ses capacités. Quant à la médecine de la personne, elle a commencé de se soucier d'obtenir un meilleur confort de la vie individuelle au quotidien. Cela concerne par exemple le sommeil, la mémoire, la nutrition, la sexualité, le comportement. Toute une panoplie de molécules médicamenteuses est proposée pour améliorer telle ou telle difficulté, comme le Prozac, la Ritaline, le Viagra, parmi d'autres. Et que faut-il penser de l'administration prescrite médicalement d'hormones de croissance à des enfants simplement un peu plus petits que les autres, sachant que 40% des prescriptions de cette hormone aux États-Unis se font hors indication médicale. Il s'agit bien d'augmenter volontairement la taille d'une personne qui pourtant ne souffre d'aucune maladie
mais c'est vrai, souhaite peut-être devenir championne de basket-ball. Dans les faits, la révolution technologique encourage ces nouveaux objectifs de la médecine moderne en offrant à la médecine des perspectives jusque-là totalement inédites. Je pense aux biotechnologies, à l'intelligence artificielle notamment. Quant aux neurosciences qui englobent, elles commencent à pouvoir modifier le fonctionnement du cerveau lui-même. C'est un rêve bien présent en Chine de doter les bébés de super cerveaux pour qu'ils deviennent des humains dotés d'une intelligence très supérieure. Et pour cela, car c'est la réalité, dans un laboratoire de génomique cognitive à Pékin, des généticiens travaillent à séquencer le génome de milliers de personnes dont le quotient intellectuel est supérieur à 160 afin de tenter de trouver les origines génétiques du génie. En outre, toutes ces technologies peuvent se combiner entre elles pour permettre la création de prothèses, d'exosquelettes, parfois commandés grâce à l'interface cerveau-machine qui transforme la pensée en action, mais aussi grâce à des organes artificiels, des stimulateurs, des micropuces électroniques ou des implants cérébraux. Une telle révolution crée des possibilités inédites qu'on se prend à imaginer comme infinies. D'autant que l'édition du génome, c'est-à-dire la connaissance très précise du génome, bouleverse les méthodes habituelles. Pour faire simple, comme nous connaissons sur nos ordinateurs le coupé-collé informatique, deux scientifiques, une américaine et une française, ont mis au point un coupé-collé moléculaire. Autrement dit, il devient possible d'exciser, d'enlever un gène pathologique et le remplacer par un gène normal pour guérir des maladies qui nous résistent encore. Mais, mais, avec la tentation du méliorisme, toujours mieux, tentation du méliorisme pour l'homme, chacun comprend que si l'on peut remplacer un gène malade par un gène normal pour guérir, il devient tout aussi possible de remplacer un gène normal par un gène permettant de meilleures performances. L'amélioration génétique d'êtres humains pourrait alors nous faire entrer ouvertement dans l'ère du transhumanisme annoncé. Une étape serait franchie et l'intervention changerait de nature. En complète rupture avec la vocation médicale initiale, elle répondrait à la demande précise d'une amélioration artificielle au titre d'une prestation de service. L'hypothèse est logique, car il faut admettre que l'homme résiste difficilement à l'usage de sa propre science. Pour preuve, s'affranchissant de toutes les précautions jugées nécessaires par la communauté des chercheurs, un scientifique chinois a annoncé en novembre 2018, ça fait déjà 7 ans, la naissance de deux jumelles dont il avait modifié le génome par l'introduction d'un gène de protection contre le virus du sida. Ce chercheur a été condamné par ses pairs pour avoir manqué aux règles éthiques élémentaires, mais il reste qu'un tel franchissement moral des limites fixées par les chercheurs eux-mêmes est tout aussi réel qu'inacceptable. D'autant que l'on sait maintenant que ces jumelles souffrent d'effets secondaires qui n'avaient pas été anticipés. À l'évidence, il ne s'agit plus du tout d'essais sur l'homme, mais de véritables essais d'êtres humains modifiés, dont le succès ou l'échec se révélerait au cours de la vie. Faut-il rappeler qu'en manipulant le vivant, il y a toujours un risque de dérive. On le constate, le champ des possibles apparaît sans limite. Car si l'action des substances médicamenteuses est généralement maîtrisée et peut être suspendue à tout moment, la modification du génome est a priori définitive. Autrement dit,
Jusqu'où peut-on définitivement améliorer une modification génétique, par une modification génétique, les conditions de vie et les performances d'une personne saine? La question n'est pas aussi simple qu'elle pourrait paraître, car le problème du dopage n'est jamais très loin quand il s'agit d'améliorer les performances. L'utilisation de l'érythropoïétine, résumée en EPO, pour améliorer la performance dans l'effort physique est interdite. Bien. Pourtant, ne provient-elle pas d'un simple glissement des pratiques? D'abord pour les sportifs de haut niveau, des stages très officiels en altitude, où l'oxygène est plus rare, ce qui, par compensation, augmente physiologiquement le nombre de globules rouges, et donc augmente l'oxygénation musculaire une fois revenu en pleine. Puis, sans avoir à se déplacer en hauteur, le recours à l'autotransfusion ou au caisson hyperbare pour un même résultat. Finalement, l'injection d'érythropoïétine paraît encore plus simple, avant d'envisager l'étape définitive avec le transfert par génie génétique d'un gène performant de l'érythropoïétine chez le champion escompté. Le skieur de fond finlandais Matti Ranta, qui gagna 7 médailles olympiques, augmentait naturellement de quelques 50% sa capacité sanguine d'oxygénation en raison d'une mutation qu'il portait sur le gène de l'érythropoïétine. 200 personnes de sa famille possèdent d'ailleurs la même mutation. Cet exemple simple du recours à l'érythropoïétine illustre la réalité du problème, soit agir pour une période donnée par le biais d'une substance absorbée ou injectée, pouvant se confondre avec une attitude thérapeutique, soit agir définitivement en modifiant le génome d'une personne. Mais quand a-t-on franchi la limite? Et d'ailleurs, quelle limite? Si même il y en a une. La réponse ne va pas de soi, car la médecine ayant progressivement étendu son domaine d'action au-delà du seul soin des malades, pourrait donc intervenir pour améliorer telle ou telle qualité d'une personne. Après l'homme réparé, on pourrait donc parler de l'homme augmenté. Il ne s'agit évidemment pas de renoncer à soigner en corrigeant les anomalies génétiques, mais les possibilités technologiques constituent le déclic qui permet aux tenants du transhumanisme de réaffirmer leur philosophie avec une crédibilité apparente et une stratégie désormais identifiée afin de répondre aux tentations qui rôdent autour des humains que nous sommes. C'est la raison du débat actuel sur le transhumanisme. L'actualité de l'homme augmenté ou transhumanisme retient d'autant plus l'attention qu'elle s'inscrit dans un contexte historique sans précédent. Après la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, certains ont pensé que la raison et la science promises par les Lumières avaient trahi. La raison s'est perdue à Auschwitz et la science a permis Hiroshima. Et puisque l'homme devait être considéré comme mort, certains ont décidé d'écrire une nouvelle histoire. Il fallait commencer par faire table rase du passé, déconstruire la pensée et les repères de l'homme comme de la société pour finir d'achever l'ancien monde. C'est ce qu'ont entrepris certains philosophes comme Derrida, qualifié du père de la déconstruction, et d'autres comme Foucault, Deleuze, Lacan, et je ne vais pas tous les citer. Après la déconstruction, reconstruire du nouveau pouvait alors paraître justifié. Or, précisément, le transhumanisme se propose de satisfaire les attentes d'une société en quête de nouvelles raisons d'espérer. Ses partisans, réunis à Paris en 2014, jugent nécessaire d'améliorer la condition humaine grâce au progrès de la science et de la technologie, et ils réaffirment leurs principaux objectifs. 4. 1. Améliorer l'être humain grâce aux nouvelles biotechnologies et technologies en général. 2. Soutenir les recherches dans la lutte contre les maladies,
sur la réparation du corps humain, sur l'amélioration des capacités physiques et mentales. 3. Lutter contre le vieillissement considéré comme une maladie. Et 4. Améliorer l'espèce humaine en prenant le contrôle aussi vite que possible de l'évolution de la vie qui, après quelques milliards d'années, va se poursuivre, puisque l'être humain ne peut pas être considéré comme un être abouti. Derrière certains objectifs parfaitement recevables, tels que la lutte contre les maladies, la réparation du corps humain, cette approche rationaliste veut inaugurer une nouvelle période où l'homme devient une force capable de se transformer lui-même. Certains soutiennent même que l'amélioration biotechnologique de la nature humaine ne devrait pas seulement être permise, mais devrait constituer une obligation morale dès lors qu'elle serait pour les hommes un bien obtenu en toute sécurité. On comprend bien qu'une personne disposant de prothèses, parce qu'elle est diminuée dans ses capacités sensorielles, motrices, cognitives, cherche à rester dans la normalité de l'être humain valide afin d'apparaître semblable aux autres. Mais il n'en va pas de même pour l'homme qui voudrait dépasser ce qui lui a été donné par la nature afin d'être plus performant. Cet homme pourrait vouloir améliorer ses capacités physiques et mentales en ajoutant à ses facultés celles que l'on peut envier à certains animaux. Par exemple, être sensible à certaines ondes sonores pour mieux se localiser, comme les chauves-souris, ou disposer d'une vision nocturne. L'homme augmenté deviendrait alors un homme bionique ou même un cyborg, selon que l'augmentation de ses performances relèverait de processus biologiques ou mécaniques. Si bien qu'entre les inquiets et les technoprophètes, l'unanimité est loin d'être faite, car l'enjeu n'est rien moins que la nature humaine elle-même qui pourrait se trouver menacée. Pour certains philosophes, l'humanité serait à un tournant radical de son histoire aujourd'hui. Francis Fukuyama a ébauché ce que serait la fin de l'homme et l'avènement du post-humain. Quant à l'idéologie transhumaniste, elle s'inscrit dans la permanence des ambitions de l'homme de devenir l'homme-dieu. Au fond, deux courants s'affrontent, les humanistes et les transhumanistes. Pour les premiers, la recherche doit se faire jusqu'à un certain seuil au-delà duquel on n'aurait plus affaire à un être humain. Pour les seconds, ce seuil doit être franchi si l'on veut continuer d'aller de l'avant. Il faut donc discuter la légitimité éventuelle du transhumanisme. Certains, par analogie avec la chirurgie esthétique, ont vite fait de s'affranchir de tous ces dilemmes. Car si l'on remodèle le nez, les oreilles ou les seins d'une personne, ne procède-t-on pas, au sens strict du terme, à une amélioration de cette personne, à tout le moins de son pouvoir de séduction? Après tout, ne s'agit-il pas du choix délibéré d'une personne qui souffre de l'image qu'elle pense offrir et qui veut en changer? De quel droit pourrait-on s'opposer à son projet de faire remodeler son corps? Et alors, pourquoi pas réécrire son génome? On le vérifie, à la façon d'un leitmotiv lancinant plus que jamais, se pose la limite entre le normal et le pathologique abordé par le philosophe Canguilhem, ou encore entre le possible et l'interdit. Autrement dit, la seule question qui vaille est celle de la légitimité d'une telle évolution qui conduit finalement à dénaturer l'être humain que nous sommes. Après cette analyse des objectifs de l'homme augmenté dans le fond comme dans la forme, et malgré les évolutions de la médecine qui peuvent parfois paraître ambiguës, il me semble qu'on peut identifier au moins 6 impasses au cœur du transhumanisme. La première impasse concerne le rôle trop exclusif attribué à nos gènes. En effet, le transhumanisme considère l'homme comme le pur produit de ses gènes. C'est pourquoi il estime suffisant de corriger ou remplacer les gènes jugés peu performants pour obtenir un être humain de qualité supérieure. Or,
les gènes sont loin d'avoir le rôle exclusif qu'on leur a longtemps prêté, puisqu'on sait maintenant que leur expression dépend pour une large part de l'ensemble fonctionnel du génome, de l'influence de l'environnement qu'on appelle l'épigénétique. En outre, les transhumanistes semblent oublier un détail d'importance, à savoir que l'espèce humaine est la seule espèce à ne pas être exclusivement héréditaire. À sa naissance, l'homme est hominisé du fait de son patrimoine génétique, mais il lui reste à s'humaniser au contact de ses semblables et de la culture dans laquelle ils vivent. Les cas d'enfants sauvages ou enfants loups dûment authentifiés nous le démontrent. Privés de tout contact avec les autres humains, ils n'acquièrent ni la marche sur leurs deux jambes, ni la parole, ni la gestuelle, ni le comportement alimentaire. Ils ne se sont pas humanisés. L'homme est bien à la fois un produit de la nature et de la culture, qui joue un rôle essentiel dans l'accomplissement de l'homme. Or, il n'est pas du tout question de culture dans le transhumanisme, puisqu'il réduit la culture à la seule technologie. Malgré son importance, le gène ne fait pas tout et le transhumanisme semble l'ignorer. Voilà un premier argument qui, à lui seul, pourrait convaincre que le transhumanisme n'est pas crédible et encore moins humain. La deuxième impasse concerne les aspects économiques à l'origine d'inégalités, car il faut évidemment s'intéresser au coût des technologies nécessaires à l'augmentation des capacités humaines. Par exemple, chacun peut s'accorder sur la nécessité de recourir à une rétine électronique pour soulager les personnes souffrant d'une maladie sévère de la vision, car il s'agit d'une indication médicale. Et cela, quels que soient les coûts très élevés de tels traitements, qui seront assumés par la solidarité nationale, car notre humanité est fondée, entre autres, sur les deux principes d'égalité et de solidarité. Pourtant, les difficultés de financement sont réelles et loin d'être réglées pour de nouveaux médicaments de plus en plus nombreux et onéreux contre le cancer, par exemple, et d'autres indications médicales indiscutables. Qu'en serait-il alors des demandes correspondant aux désirs individuels d'être augmentés, par exemple pour voir la nuit ou posséder une meilleure mémoire? La solidarité nationale ne pouvant prendre en charge ce type d'indications qui ne sont pas des besoins avérés, seuls les riches pourraient se payer les améliorations qu'ils souhaitent. Le résultat aurait pour effet de créer de nouvelles classes sociales, fonction de la capacité financière des uns et des autres. Les riches s'offrant les services permettant d'augmenter leurs performances et les moins bien nantis demeurant rivés à leurs limites. Il en résulterait une caste de transhumains à la puissance toujours croissante et une autre, d'humains d'un autre âge soumis aux maladies, au vieillissement et enfermés dans leur déterminisme. Une telle situation mettrait un terme à la solidarité et à l'égalité des droits. Elle est donc incompatible avec la démocratie. Questionné sur le devenir des milliards d'humains qui ne pourraient pas se payer les modifications génétiques utiles pour devenir performants et survivre, Hans Moravec, gourou du transhumanisme dans la Silicon Valley, a une réponse édifiante, je le cite. Où est le problème? Les tyrannosaures ont bien disparu, laissant ainsi entendre que les pauvres et les plus fragiles sont destinés à disparaître, car incapables de se défendre. Au sens plein du terme, il s'agit d'un véritable totalitarisme politico-biologique, qui est l'expression extrême de ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir. En somme, l'humanité serait en guerre contre elle-même, une sorte de génocide passif. La troisième impasse réside dans le refus paradoxal du transhumanisme d'accepter la moindre fragilité chez l'humain, selon une conception élitiste et narcissique. N'est-ce pas pourtant la fragilité qui éveille le besoin de se tourner vers l'autre, soit pour demander de l'aide, soit pour lui en apporter, pour recevoir et pour donner, selon l'échange théorisé par Marcel Mauss avec le don et le contre-don.
la vulnérabilité de tel ou tel à un moment de sa vie semble nécessaire pour le maintien de la cohésion et du lien social. Inversement, être fort et n'avoir besoin de personne conduit à se passer des autres dans un splendide isolement. Dès lors, les autres deviennent inutiles alors qu'ils sont pourtant indispensables pour réaliser notre condition humaine, car l'homme, je le redis, est un animal social. Décidément, la négation du lien social par le transhumanisme n'est pas compatible avec la réalité des hommes. La quatrième impasse concerne le fait que dans la logique, le transhumanisme conduit au posthumanisme. Et dans toute cette démarche, l'homme amélioré se dirige vers l'homme transformé. Où seraient là les frontières marquant la perte de notre propre nature? Cela mérite de regarder la question du post-humain d'un peu plus près, à commencer par la quête de l'immortalité qui semble son graal ultime. Pour les post-humanistes, la mort est une erreur qui doit être corrigée, car il n'est pas besoin de la mort pour être vivant. Le moins qu'on puisse dire est que cet idéal d'immortalité ne va pas de soi pour une société qui se veut pleinement humaine. Pour une raison triviale d'encombrement planétaire qui se veut pleinement d'immortalité, l'immortalité interdirait toute procréation, sauf pour compenser les morts accidentelles. De ce fait, plus d'enfants, plus de nouveaux visages à découvrir, ni de diversité pour se réjouir, pas de renouvellement, mais seulement l'uniformité au fil d'un temps immobile qui perdrait toute signification. Quel pourrait être le sens de cette immortelle vie doublée d'un éternel ennui dans lequel le besoin d'espérance est remplacé par le seul instinct de conservation? Même si d'évidence, les effets du vieillissement doivent être médicalement combattus, la fin de la mort ne répond pas aux aspirations humaines, à l'émotion qui anime et à la nécessaire attente du lendemain, car n'est-ce pas la mort qui donne tout son sens à la vie? À ce point, la cinquième impasse s'impose, car pour faire bonne mesure dans la logique post-humaniste, il conviendrait de migrer de notre enveloppe biologique vers un monde totalement digital où notre cerveau serait téléchargé sur un disque dur, rendant l'abandon de notre corps devenu inutile. Le post-humain renoncerait ainsi au pouvoir de son corps, celui de plaire, de séduire, de désirer et d'aimer, accréditant l'idée que les post-humanistes détestent la chair. Je ne crois pas qu'il soit si naturel et facile de renoncer au plaisir de concevoir des enfants, d'apprendre pour savoir, de peiner pour éprouver la fierté de réussir, de supprimer le plaisir d'une gourmandise partagée et d'un cadeau offert ou reçu avec le sourire. Au fond, le post-humain aurait abandonné le besoin de découvrir d'autres visages et de s'y arrêter le temps de la découverte. Il aurait décidé d'abandonner les sensations de son corps fourbu et heureux de l'effort accompli, c'est-à-dire toutes les expressions du corps qui traduisent nos états d'âme. Mais il est vrai que de l'âme, il n'est plus question. Bref, que resterait-il de cette humanité étonnante, par les sursauts des corps et des esprits unis dans un même élan qu'elle nous offre si souvent? Je ne suis donc pas certain que l'homme soit prêt à renoncer à ce corps, qu'il traîne parfois, c'est vrai, avec difficulté et souffrance, mais qui lui occasionne aussi tant de joie et de plaisir. L'abandon de son corps par l'homme n'est tout simplement pas compatible avec l'idée d'humanité, car l'esprit et le corps y sont consubstantiels. Enfin, la sixième et dernière impasse vient de la primauté absolue des technologies érigées en mode de pensée. Car pour parvenir à ce paradis post-humaniste auquel conduit le transhumanisme, il faudrait s'en remettre aveuglément aux sciences et aux technologies qui prendraient le contrôle de l'évolution de l'homme en procédant par tâtonnement. Une expérimentation permanente par des essais d'hommes dont on ne garderait que les meilleurs sans jamais dire ce que deviendraient les autres. Suppression de toute liberté, voilà ce que le post-humanisme qualifie de contrôle de l'évolution. Chacun peut comprendre
que le respect de la dignité et de la liberté des personnes n'est au programme ni du transhumanisme, ni du posthumanisme. C'est parce que nous sommes tout ou partie le fruit du hasard que nous sommes libres. Dès lors que nous serions construits ou manipulés selon une volonté et un plan préétabli, comme avec le clonage, il nous faudrait répondre à ce plan et nous ne serions plus libres d'être et de choisir. Alors pour conclure, reste au fond la grande question de la finalité qui nous conduit à nous interroger. Qu'allons-nous faire de nous? Le transhumanisme, et c'est l'intérêt qu'il faut lui reconnaître, nous met donc en demeure de penser différemment, de nous ressaisir, de nous remettre en question et de prendre notre destin en main. Si nous restons attachés à notre humanité, il nous faut donc bien considérer les conséquences du transhumanisme, réexaminer le rôle joué par la médecine et faire la part des choses, afin de penser et refonder un nouvel humanisme en recourant à l'éthique. Il me semble que c'est la seule réponse